Quelles sont les perspectives 2022 en termes de géopolitique? Tout d'abord, bien sûr, le Covid-19 qui marque encore de son empreinte les affaires mondiales. Et le directeur général de l'OMS, dans son discours du 1er janvier, s'est montré optimiste, ce qu'il n'est pas d'habitude, en espérant que l'on pourrait sortir de la crise du Covid-19 au cours de l'année 2022. Cela, bien sûr, nécessite un effort de vaccination dans les pays du Sud, que l'on mette fin à cet apartheid vaccinal décrit par certains, qui fait qu'aujourd'hui, non seulement une part très faible de la population des pays africains est vaccinée, mais que seulement 25% des personnels hospitaliers en Afrique le sont. Et donc, effectivement, ce n'est pas une question de générosité avec les autres continents, c'est une question d'intérêt. Si l'on veut éviter l'apparition de nouveaux variants dans les continents qui sont moins vaccinés que les pays du Nord, eh bien, il faut qu'il y ait un partage du vaccin, qu'il y ait une plus meilleure circulation et que les pays du Nord facilitent l'accès au vaccin des pays du Sud. Bien sûr, en France, sélection française, j'aborde à peine la question parce que je consacrerai une vidéo spéciale sur le fait qu'on va quand même choisir celui ou celle qui va diriger la politique étrangère de la France, et on ne parle pas beaucoup de politique étrangère au cours des débats qui ont eu lieu jusqu'ici à propos de la présidentielle. C'est aussi l'année de la présidence française de l'Union européenne qui a démarré le 1er janvier, alors avec un peu une sorte de conflit d'agenda, puisqu'il y aura en même temps les élections présidentielles en avril en France, et quels seront les projets que la France va tenter d'aboutir. On parle beaucoup d'autonomie, autonomie sur le plan technologique, autonomie sur le plan stratégique, et également des progrès en termes de santé publique. Et puis aussi, effectivement, les questions sur les frontières de l'Europe, sur les questions migratoires, sur lesquelles il y a encore de nombreuses divergences intra-européennes. Est-ce que 2022 verront les positions européennes se rapprocher? Est-ce que l'on fera un pas vers cette autonomie demandée, célébrée par certains, mais qui a toujours du mal en réalité à s'incarner du fait de réticences de pays majeurs? Et surtout, ce qui sera intéressant de voir, c'est est-ce qu'il y aura un renouveau du couple franco-allemand avec un nouvel exécutif en Allemagne, avec trois partis très différents, les libéraux, les sociaux-démocrates et les Verts, mais qui ont su se mettre d'accord sur des accords et qui peuvent offrir un nouveau partenariat pour le couple franco-allemand, un nouveau départ, si la France sait saisir la balle au bon. En Russie, on voit qu'il y a plus qu'une crispation autoritaire de la part de Poutine. On avait déjà été frappé par l'emprisonnement de Navalny, avec ses propos contradictoires sur Navalny de la part de l'exécutif russe. Il ne représente personne, mais en même temps c'est un tel danger qu'il faut l'emprisonner à la suite de procès dont on peut mettre en doute la fiabilité et le caractère juste. Mais on a franchi une étape supplémentaire avec l'interdiction de l'ONG Memorial, qui avait eu un rôle fondamental dans la documentation des crimes de Staline, fondée par Sakharov quand même. Et on sait que la libération de Sakharov par Gorbatchev avait été le signal d'une libéralisation de l'Union soviétique. Donc là, on en revient à ce qui est plus qu'une crispation autoritaire, c'est vraiment vouloir faire taire tous les opposants, faire taire toute opposition, et c'est donc grave. Il faut voir quand même que dans ce paysage, Gorbatchev, qui a condamné l'interdiction de Memorial, qui s'oppose à Poutine sur le plan des libertés publiques et plutôt de la restriction des libertés publiques, continue d'approuver Poutine pour ce qui est de la politique extérieure. Et on peut s'attendre à ce que les relations entre l'Occident et la Russie ne s'améliorent pas au cours de 2022, un peu comme si chacun avait renoncé à une réelle amélioration. On a l'impression que la Russie et que Poutine a tiré un croix sur l'Occident, et notamment sur l'Europe, accusé d'être trop proche, de ne pas se démarquer des Américains, et que de l'autre côté, Américains et Européens n'ont plus l'espoir d'une normalisation des relations avec la Russie. On peut voir quand même qu'il y a un recul de l'Europe, alors que la France et l'Allemagne avaient été les parrains des accords de Minsk qui, sans mettre tout à fait fin au conflit dans le Donbass et entre la Russie et l'Ukraine, avaient quand même gelé ce conflit. Et bien là, la Russie s'adresse directement aux États-Unis. On ne se passe plus par l'Europe et Poutine veut établir une relation directe avec Biden, ce que Biden lui a d'ailleurs accordé. Et donc Poutine avec des arguments très limités parce que sa force militaire, l'état de son économie n'est pas vraiment du tout le statut d'une très grande puissance, mais il parvient encore sur les questions stratégiques à parler sur un pied d'égalité avec les États-Unis et c'est en quelque sorte une victoire pour lui. Et il avance ses pions en Afrique, au Proche-Orient, là aussi sans offrir réellement de solutions autres que sécuritaires, mais en tous les cas il joue ce jeu-là et il trouve des partenaires pour le faire. Il peut toujours y avoir des bonnes surprises, mais on peut s'attendre à ce que les relations entre la Russie et le monde occidental restent dans cette vague-là. Pas d'amélioration, pas non plus
de conflit. Je ne pense pas que Poutine ait intérêt à déclarer la guerre et notamment à vouloir envahir l'Ukraine. Ça serait un bourbier pour lui, il le sait très bien, sans parler des éventuelles sanctions, mais sur le terrain, ça serait un bourbier, il connaît le prix des bourbiers. Mais en tous les cas, on peut penser que les relations entre la Russie et l'Occident en fait Europe et États-Unis mêlés, parce qu'il y a de moins en moins de distinctions entre les deux, pas d'agression, mais pas non plus d'amélioration entre ces deux parties. On peut dire aussi la même chose par rapport à la Chine. Il y a là aussi une crispation autoritaire en Chine. Même si on va nommer un nouveau responsable pour le Xinjiang, il faudra voir s'il met fin aux aspects les plus ignobles de la répression des Ouïghours, mais il est peu probable que l'étau sur Hong Kong se desserre, et il est peu probable que les pressions sur Taïwan se desserrent également. Il y a deux objectifs majeurs pour le pouvoir. Ce sont les JO qui vont s'ouvrir le 4 février, mais qui seront sans public étranger, et avec peut-être pas tous les chefs d'État et de gouvernement espérés, mais pour Xi Jinping, l'important c'est que ces JO aient lieu et qu'ils puissent, disons, dire que l'absence de certains dirigeants n'est due qu'à la jalousie qu'ils ont pour les réussites du régime chinois. Et puis le congrès en fin d'année avec la probable réélection de Xi Jinping pour un 3e mandat, brisant la règle de 2 mandats pour les nouveaux dirigeants. Et donc on peut penser que durant jusque toute cette année, il n'y aura pas de libéralisation, au contraire le durcissement de la politique va se maintenir, ainsi que la politique du Covid qui est un échec. Le Covid-0 est un échec et il ne peut l'être qu'un échec sur un pays aussi grand. Et donc la Chine est appelée à se refermer régulièrement. Il n'y a pas de visiteurs étrangers attendus en 2022 et très peu de Chinois partiront à l'étranger. Le fait d'avoir une politique zéro Covid pour ne pas se déjuger par rapport à la politique qui a été mise en route initialement va conduire donc la Chine à être toujours sous la menace du Covid-19 avec en plus un vaccin qui marche nettement moins que les vaccins occidentaux. Mais si les problèmes des droits de l'homme existent en Chine, soyons clairs, ce n'est pas la principale raison de l'opposition entre la Chine et les États-Unis, parce que le problème des droits de l'homme en Chine, ce n'est pas nouveau. Par contre, la montée de la rivalité entre la Chine et les États-Unis, ça c'est quelque chose qui grandit et qui s'accroît, tout simplement parce que les États-Unis ne peuvent pas accepter la montée en puissance de la Chine, le fait d'être éventuellement rattrapé par Pékin. Et donc cette rivalité qui est l'objet d'un consensus bipartisan aux États-Unis, l'un des rares objets de consensus entre Trump et Biden, va demeurer et on peut penser que ça va s'étendre partout. Rivalité en Afrique, rivalité en Amérique latine, rivalité au Proche-Orient également, et bien sûr rivalité par rapport aux alliés européens auxquels on va demander de choisir entre la Chine et Washington. Et là, il faudrait, puisqu'on parle d'autonomie stratégique européenne, il faudrait que les Européens définissent, aussi bien par rapport à la Russie que par rapport à la Chine, une position autonome, ne pas suivre aveuglément les États-Unis, ou en tous les cas demander des compensations, et ne pas, si l'on dit aux États-Unis que quoi qu'ils fassent, on les suivra, il y a peu de raisons qu'ils fassent beaucoup de concessions aux alliés et qu'ils les considèrent réellement comme des partenaires. Mais il y a toujours la tentation, effectivement, de resserrer les rangs derrière l'allié principal, parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas intérêt à ce que les choses s'améliorent du côté occidental. Il y a des gens qui, du côté chinois et russe, jouent la surenchère, mais ils ont leur contrepartie du côté occidental. Est-ce qu'il y a l'axe des démocraties contre l'axe des pays autoritaires? Mais ce que l'on voit aussi, c'est que les démocraties ne sont pas toujours exemplaires. Est-ce que l'Inde est une démocratie? Oui, mais on voit que les discours de haine sont de plus en plus nombreux. Les États-Unis sont une démocratie, mais ils sont divisés comme jamais, et les suites de l'assaut sur le Capitole le 6 janvier continuent à produire leur onde de choc, et pour beaucoup d'Américains, Trump a toujours été volé de sa victoire. Les élections à mi-mandat risquent d'être une catastrophe pour Biden et le paralyser. Dans la suite, il est déjà d'ailleurs en partie paralysé du fait de la défection d'un sénateur démocrate. Et donc, Biden n'a pas les coups franches pour mettre en œuvre sa politique, aussi bien sur le plan intérieur que sur le plan international. La crédibilité américaine a été mise en cause après la débâcle de Kaboul, ce qui conduit de nombreux pays un peu partout dans le monde à réfléchir à un plan B en termes de garantie de sécurité, même si l'option américaine reste l'option principale pour certains, mais quelque part il y a quand même un doute sur les capacités américaines à s'engager. La crédibilité de l'engagement stratégique américain n'est plus garantie pour de nombreux pays dans le monde. En Afrique, il y a une dégradation de la situation à la fois sécuritaire et démocratique,
avec l'exemple catastrophique de l'Éthiopie. On passe du prix Nobel de la paix au fait de commettre des crimes de guerre dans ce conflit, et la croissance bien sûr de l'Éthiopie, qui était un moteur pour l'ensemble de la région, va s'arrêter. Dégradation de la situation sécuritaire au Sahel, avec un échec pour la France du fait que le nouveau pouvoir malien issu d'un coup d'État s'adresse à Wagner et aux Russes et repousse à 2026 la fin de la période de transition démocratique, donc en fait de la perpétuation d'un pouvoir militaire en Guinée-Conakry, pouvoir militaire également en Soudan, et donc effectivement, alors que le continent africain avait progressé démocratiquement et économiquement pendant les 20 premières années de ce siècle, là il y a un recul important. Et inquiétude également sur la Tunisie, le plus bel exemple et le seul qui a vraiment réussi, révolution démocratique, mais voilà, une révolution démocratique qui n'a pas été un succès économique, remise en cause avec là aussi un durcissement autoritaire et le grignotage des libertés de la part du président, dont on constate un peu plus chaque jour qu'il veut finalement concentrer tous les pouvoirs autour de lui et mettre fin, ou limiter en tous les cas, l'expérience démocratique. L'Arabie Saoudite reste toujours à la fois un acteur majeur et contesté. Mohamed Ben Salman reste sous le feu des critiques de la plupart des ONG, et en même temps on voit bien que tous les pouvoirs occidentaux gardent des liens étroits avec lui, en échange d'une promesse de modernisation, mais également sous la menace d'une diversification des alliances, puisque l'Arabie Saoudite, sous sa conduite, a développé des relations tant avec la Russie qu'avec la Chine, et que donc Mohamed Ben Salman essaye de n'être pas dépendant d'une stricte alliance avec les États-Unis. On peut dire que le pacte du Quincy, signé en 1945, l'échange d'un pétrole abondant et bon marché, les États-Unis garantissaient la sécurité du régime. Peut-être que ces accords sont mis en cause. L'année 2021 aura-t-elle année des succès diplomatiques pour Israël ? Et cela devrait continuer en 2022. Et en même temps, les braises continuent de couver sous la cendre parce que la question palestinienne n'est pas résolue. Mahmoud Abbas s'accroche désespérément et de façon assez pitoyable au pouvoir. Et en fait, c'est le pouvoir israélien qui, quelque part, le conforte parce qu'ils ont besoin de sa coopération, pour ne pas parler de sa collaboration, pour maintenir de façon la plus satisfaisante possible pour eux l'occupation de la Cisjordanie. Et le pouvoir de Mahmoud Abbas est complètement rejeté par la jeunesse et la population palestinienne. Il faudra voir s'il y aura enfin des élections en Palestine, mais là on a vraiment une revention palestinienne qui n'a plus aucune crédibilité. En Amérique du Sud, 2022 sera l'année des élections présidentielles. Il faudra voir s'il y a la revanche de Lula par rapport à Jair Bolsonaro. Bolsonaro a été élu parce que Lula a été emprisonné suite à un procès politique. Et là, Lula compte bien avoir sa revanche. Il est favori dans les sondages. Les élections n'auront lieu qu'en novembre. Mais bien sûr, si Lula revenait au pouvoir, ça ne serait pas uniquement un changement au Brésil, ça serait un changement pour l'ensemble du continent. Mais également, cela aurait, vu l'importance du Brésil sur la scène mondiale, et vu l'activisme diplomatique que Lula avait lorsqu'il était au pouvoir, on verrait le retour positif du Brésil sur la scène internationale. J'ai bien conscience que toutes ces perspectives ne sont pas très positives et que l'avenir semble plutôt assombri. Cela est quand même principalement dû à la montée des rivalités et à l'incapacité des grandes puissances à s'entendre, à trouver un agenda commun et à se faire des concessions mutuelles. C'est bien la crise du multilatéralisme qui est la cause de ces sombres perspectives sur le plan géopolitique. Et puis il y a bien sûr toutes les surprises stratégiques, celles qu'on ne voit pas venir et qui surviennent, l'enchaînement des circonstances, les surprises. Et donc il faudra rester attentif et je continuerai cette année à essayer de décrypter l'actualité, de faire de la pédagogie et d'essayer de rendre ces questions internationales à la fois le plus attractives et le plus compréhensibles possible, puisque une fois encore, si vous vous intéressez pas à la géopolitique s'intéresse à vous, il est vraiment indispensable donc d'en comprendre les mécanismes.